soyez les bienvenus à cette soirée dédiée à la mise en place du Conseil agroalimentaire namurois. Cet événement est une initiative de la ville de Namur qui a tenu à marquer le coup avec vous et surtout à vous impliquer dans ce magnifique projet. Alors durant toute cette soirée, nous aurons le plaisir d'entendre différents intervenants de la ville de Namur, mais également des experts qui se sont impliqués dans le déploiement de cette dynamique. Alors à tout moment, vous pouvez bien sûr poser vos questions, partager vos réflexions via le chat ici en ligne. N'hésitez pas à réagir, c'est vraiment l'idée de ce Facebook Live. Vous pouvez aussi envoyer vos mails à l'adresse alimentation.durable@ville.namur.be. Alors cette soirée se déroule bien évidemment dans le respect des consignes sanitaires actuelles. Alors avant de nous intéresser particulièrement à la mise en place de ce Conseil agroalimentaire durable, je vous propose de poser un peu le cadre, le contexte dans lequel s'inscrit cette dynamique, à commencer par le contexte namurois. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux représentants du collège communal. Charlotte Mouget, vous êtes échevine de la transition écologique, bienvenue. Et Patricia Grandchamp, vous êtes échevine de la participation citoyenne. On est ravis de partager ce moment avec vous deux. Alors, Charlotte, la transition des systèmes alimentaires est un des objectifs majeurs, objectifs stratégiques qui se retrouvent dans différents programmes de la ville de Namur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cet engagement ? Bien sûr, nous sommes là pour ça ce soir et avant toute chose, merci à vous d'animer cette soirée et donc je suis contente qu'on forme un duo ce soir pour présenter ce projet qui me tient à cœur. Mais avant toute chose, je me dois d'excuser notre bourgmestre Maxime Prévost qui a eu un empêchement de dernière minute et donc il me revient le devoir ou le plaisir, aurais-je envie de dire, d'introduire cette soirée. Ce qu'on veut à Namur, c'est amener le système alimentaire à fonctionner de façon plus durable pour l'environnement, mais aussi pour la santé des Namurois et des Namuroises. Et aussi pour favoriser la consommation locale. Notre déclaration de politique communale et notre plan stratégique transversal adopté par le conseil communal avait déjà inscrit cette volonté noir sur blanc. Avec mes collègues du collège communal, nous nous sommes engagés à être une commune à la pointe en termes de développement et de consommation durable et également aussi à fédérer les acteurs autour de l'alimentation durable, des circuits courts, de la production locale et des maraîchers. Et donc, si nous sommes réunis ici ce soir, eh bien, c'est bien pour poursuivre nos objectifs et tenir notre engagement en présentant les prémices du futur Conseil agroalimentaire durable namurois, qu'on appellera le CADN. Pourquoi un conseil ? Eh bien, pour mettre en place une politique alimentaire durable, il nous semblait important de créer un espace de dialogue entre les acteurs, les actrices de terrain, mais aussi un organe de rencontre et de collaboration avec ceux-ci. On le voit, la dynamique des ceintures alimentaires s'essaime un peu partout en Wallonie, à Charleroi, à Liège ou même à Verviers. Et face à l'émergence de nombreuses initiatives en région namuroise, nous ressentons le besoin de définir conjointement notre politique alimentaire de transition vers une souveraineté alimentaire. Mais qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire ? Je vais prendre un petit peu de temps, nous sommes dans le cadre de l'introduction et du contexte, de la contextualisation. Eh bien, le concept est apparu en 1996 lors du sommet mondial de l'alimentation et peut être défini comme étant le droit des peuples et des États à déterminer eux-mêmes leur politique alimentaire et agricole sans porter atteinte à autrui. Ce droit inclut inévitablement le droit à une alimentation de qualité, le droit à des revenus décents où les prix agricoles couvrent le coût de production et permettent de vivre dignement de l'activité agricole, le droit à l'accès et à une répartition équitable des moyens de production et enfin le droit de protéger et de réglementer équitablement les moyens de production, je l'ai évoqué, et aussi de réglementer la production et le commerce agricole afin qu'ils répondent aux attentes de la société et qu'ils respectent l'environnement. Oui, ce concept peut paraître ambitieux. Mais pour nous, ville de Namur, œuvrer en faveur de cette souveraineté alimentaire est nécessaire. Ce soir, nous posons donc les premiers jalons de ce conseil participatif et je me réjouis déjà de découvrir la belle dynamique qui émergera. Au terme de cette soirée de présentation, celles et ceux qui sont intéressés, on l'évoquera plus tard, pourront introduire leur candidature. Et il faut savoir aussi qu'on ne part pas d'une page blanche. Donc en fait, il y a déjà toute une série d'acteurs et d'actrices, d'experts et d'expertes qui travaillent sur ces thématiques depuis de nombreuses années, certains depuis quelques mois. Et ce soir, nous aurons l'occasion de les recevoir pour découvrir une toute petite partie de leur travail. Et fort heureusement, la ville de Namur n'est pas le seul niveau de pouvoir
à vouloir prendre cette thématique à bras-le-corps. La Wallonie y travaille également. Tout à fait. Merci Madame Mouget. C'est réjouissant de voir qu'effectivement à Namur, les choses bougent et bougent bien. Mais comme vous venez de le souligner, en fait, la transition des systèmes agroalimentaires est en marche partout en Wallonie, boostée par toutes les initiatives locales qui se déploient un peu partout sur le territoire. Et à ce propos, nous avons le plaisir d'entendre Willy Borsu, ministre wallon de l'Agriculture, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre ce soir, mais qui a tenu à nous livrer quelques mots par vidéo. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pouvoir être, eu égard aux circonstances, présent à vos côtés ou présent en direct pour pouvoir contribuer au lancement de ce conseil de l'agroalimentaire durable namurois. Je voudrais à cet égard exprimer et partager avec vous plusieurs éléments. Tout d'abord, il est très important que, se mobilisant au départ des villes, des communes, des partenaires associatifs, locaux, de toute nature, il est particulièrement important que la population, que les acteurs concernés puissent s'engager eux-mêmes dans une démarche visant d'une part à permettre à nos concitoyens de, si je puis dire, de nourrir différemment leurs relations avec l'alimentation de façon globale. Nourrir cette relation différemment, c'est bien sûr tout d'abord la décliner à l'aune de la proximité. Nous avons autour de nous, en province de Namur, en Wallonie plus globalement, nous avons un certain nombre de producteurs, d'éleveurs, de maraîchers, de fruiticulteurs et d'autres disciplines encore qui ont une véritable expertise. Quelquefois enracinée d'ailleurs dans plusieurs générations de pratiques de relations à la terre, qui produisent aussi un certain nombre de ces éléments que l'on retrouve dans nos assiettes, qui sont des éléments de qualité, qui sont aussi, me semble-t-il, des éléments qui s'inscrivent dans cette dimension de valorisation très proche, qui est une des priorités du gouvernement. Nous voulons mettre à l'ordre du jour cet élément proximité, cet élément durabilité, et aussi rapprocher, si je puis dire, l'ensemble des maillons de la production, depuis l'éleveur, l'agriculteur, le maraîcher jusqu'au consommateur final. Rapprocher aussi à travers les circuits courts, faire mieux connaître nos produits à travers la PAC-W, à travers le secteur associatif, à travers nos halls relais agricoles, à travers d'autres initiatives encore, le soutien de coopératives, le soutien de producteurs indépendants, bref, tout ce paysage qui fait cette très grande richesse de notre production, le rapprocher des consommateurs, mieux faire connaître nos produits, leur traçabilité, les faire apprécier, les conditionner aussi d'une façon qui permette de s'inscrire dans une démarche qui est une démarche marquée à l'aune à la fois de la proximité et de la durabilité. J'y ajoute bien sûr la qualité des produits et la sécurité alimentaire. C'est finalement tous ces ingrédients-là qui vont faire de la recette que vous mettez aujourd'hui en œuvre au départ de la ville de Namur indéniablement un succès. Je souhaite soutenir ce type de démarche. Je souhaite qu'elle puisse reproduire dans d'autres espaces de notre territoire wallon et bien sûr qu'elle puisse être pour chacune et chacun d'entre vous un succès. Merci à tous les partenaires, merci à la ville de Namur et excellent travail à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, le ministre Borsu qui espère vivement que ce type de démarche se reproduise. Et ce n'est pas la ministre Céline Tellier qui dira le contraire. Notre ministre wallonne de l'alimentation durable et de l'environnement a récemment lancé un appel à projet pour mobiliser les acteurs locaux autour de la transition des systèmes agricoles. Elle a été conviée ce soir, elle n'a pas pu nous rejoindre non plus, mais elle tenait elle aussi à nous faire un petit message par vidéo. Bonsoir à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'être présent aujourd'hui, non seulement bien sûr pour votre présence, mais surtout pour votre investissement dans ce projet important. Je n'ai malheureusement pas la possibilité d'être parmi vous ce soir, mais je tenais évidemment à vous faire parvenir quelques mots d'introduction à la présentation du lancement du Conseil agroalimentaire durable namurois. Un lancement qui, je l'espère, va marquer les débuts d'une transition du système alimentaire namurois, tel que voulu d'ailleurs dans votre plan stratégique transversal.
La crise sanitaire nous a fait prendre conscience que notre santé, nos écosystèmes, nos chaînes d'approvisionnement et bien sûr nos modes de consommation et les limites de la planète étaient intimement liés. De nombreuses questions ont par ailleurs jailli lors de cette crise sanitaire. Comment répondre à la demande croissante des consommateurs pour s'approvisionner localement et avoir des produits de qualité et diversifiés? Comment faire évoluer le système alimentaire pour qu'il réponde aux enjeux sociaux et environnementaux? L'évolution de notre système alimentaire est nécessaire, mais ne peut se faire évidemment qu'avec les acteurs de celui-ci et les citoyens, qui en sont eux aussi des acteurs essentiels. La mise en place d'un système alimentaire durable, basé sur le concept de souveraineté alimentaire, doit nous permettre à la fois de réduire l'impact négatif de notre mode de production et de consommation sur notre environnement, mais aussi sur celui d'autres pays qui produisent nos denrées alimentaires. Fin de l'année dernière, nous avons lancé, en collaboration avec mes collègues Willy Borsu et Christy Montréal, un appel à projet visant à soutenir la relocalisation du système alimentaire wallon. L'appel a remporté un franc succès, plus de 145 projets ont été introduits et nous avons voulu répondre à cet engagement d'une part en augmentant sensiblement les moyens à destination de ce projet, mais également en mobilisant les moyens humains et les outils à notre disposition pour assurer vraiment une réalisation effective de ces nombreux projets. Initialement, le budget d'ordre de 3 millions d'euros pour 3 ans avait été dégagé. Nous avons finalement souhaité augmenter sensiblement ce budget et passer à 12 millions d'euros qui ont été mobilisés pour financer ces 46 projets. Nous souhaitions ainsi avec le gouvernement encourager, promouvoir et pérenniser les initiatives comme les ceintures alimentaires, les coopératives, les groupes d'achat, les projets de filière ou de transformation agricole ou plus largement des projets structurés d'approvisionnement tels que celui déposé par la ville de Namur. Ces différents projets, ils vont venir nourrir les travaux de l'Alliance Emploi-Environnement pour l'alimentation, qui est le véritable plan de transition alimentaire en cours d'élaboration par mes services. Les projets sélectionnés portent volontairement sur un panel très diversifié de porteurs et de types de projets, car s'il faut une réponse coordonnée, elle sera sans doute multiple. Une attention particulière est accordée à la mise en réseau de ces projets afin de maximiser également les échanges de bonnes pratiques. Parmi les projets sélectionnés, 6 projets concernent explicitement, en tout ou en partie, la création de conseils de politique alimentaire. Ils ont une portée transcommunale importante puisqu'ils couvrent à eux seuls 105 communes et touchent 1 323 000 habitants, soit 36% de la population wallonne. D'autres projets, sans s'apparenter strictement au concept de conseil de politique alimentaire, visent également la mise en place de structures de gouvernance territoriale autour de l'alimentation. Il y a un réel engouement autour de la question des conseils de politique alimentaire et conjointement un travail est en cours afin d'organiser un accompagnement méthodologique de ces projets, mais également d'établir le cadre de base à la reconnaissance de ces conseils en Wallonie. Ce cadre fera l'objet d'une validation par le nouveau collège wallon de l'alimentation durable que nous avons institué. Que ce soit au niveau communal ou supracommunal, notre objectif, vous l'aurez compris, c'est de stimuler la mise en place d'un réseau de conseils alimentaires et de tisser vraiment une toile grâce à laquelle les dynamiques, les innovations, les informations et les réflexions pourront circuler, être relayées autant horizontalement entre les acteurs que de manière verticale, si j'ose dire, à destination des autorités publiques et du Conseil wallon. Car on le voit, l'engagement et l'engouement pour disposer d'un système alimentaire relocalisé permettant d'assurer et de développer l'emploi en Wallonie est extrêmement important. Il est dès lors tout aussi important de profiter de cet engouement, de cette demande pour proposer des solutions, soutenir des initiatives et pérenniser cette prise de conscience. J'en termine encore par vous remercier pour votre investissement dans cette transition, pour un système alimentaire durable en Wallonie et à Namur, et je reste bien sûr à votre écoute et à votre disposition pour vous soutenir dans cet engagement. Bon travail à vous. Et nous quittons à présent le contexte régional pour revenir à nos moutons namurois. Alors Charlotte Mouget, vous êtes échevine de la transition écologique. C'est vous l'instigatrice de ce conseil agroalimentaire durable. Alors en quoi cela consiste-t-il concrètement et pourquoi mettre ce type d'outil en place à Namur ?
Effectivement, on peut dire que je suis à l'initiative, mais je ne suis pas seule. Derrière, il y a toute une équipe au sein de mon cabinet et des experts du secteur que nous avons rencontrés avec beaucoup de plaisir. Mais d'abord, permettez-moi de remercier le ministre Borcieux en charge de l'agriculture et la ministre Tellier en charge de l'alimentation durable d'avoir témoigné de leur soutien pour notre démarche. Et donc, je vois aussi que nous partageons la même vision et que nous avons les mêmes ambitions, que ce soit pour la Wallonie ou pour Namur. La Wallonie est là, elle est en soutien des communes aussi. L'appel à projet évoqué par la ministre Tellier, eh bien, la ville de Namur a appris fin 2020 qu'elle était lauréate et donc nous avons reçu avec nos partenaires dans le cadre de ce projet un soutien de 300 000 € pour 3 ans pour en fait aider Namur à structurer, à mettre en place un réseau local structuré pour nourrir Namur. Et nous avons pour objectif, donc c'est un projet qui est en parallèle du Conseil agroalimentaire, mais qui est tellement complémentaire, et il vise vraiment à œuvrer à relocaliser la production de notre alimentation. C'est la raison pour laquelle nous avons été retenus dans le cadre de cet appel à projet. Et on sait tous que c'est bénéfique pour l'économie locale, pour la création d'emplois durables et pour la santé de nos concitoyens. Il vise aussi à œuvrer au développement de l'offre de repas sains et durables, produits localement à destination des collectivités publiques. Et nous y travaillons avec ma collègue Patricia Grandchamp. Il vise aussi à œuvrer au développement de l'agroécologie sur notre territoire et donc à préserver la santé des sols. C'est une priorité pour nous aussi. Mais sans vouloir spoiler la suite, ce réseau local agricole structuré, en fait, sera, j'en suis sûre, une des réflexions du futur Conseil agroalimentaire durable namurois qui sera présenté un petit peu plus tard. Et donc ce conseil, on le perçoit vraiment comme un réel levier vers ce système agroalimentaire plus durable et accessible au plus grand nombre. Et donc, la volonté de Namur, avec la mise en place de ce conseil, c'est vraiment de pouvoir écouter et prendre en considération les avis, les propositions et toutes les idées. C'est aussi de recueillir les besoins des acteurs et des actrices de terrain. C'est d'identifier les leviers que la ville pourrait actionner pour les aider, mais aussi de favoriser la rencontre entre les gens de terrain et les personnes ressources, de faciliter l'émergence de projets pour augmenter la consommation et donc la production locale de produits respectueux de l'environnement, de dégager aussi une vision stratégique, commune, systémique et transdisciplinaire fondée sur cette vision partagée pour un futur agroalimentaire désirable. Et enfin, de co-construire, dans un esprit participatif, un plan d'action alimentation durable à Namur. Merci Madame Leschfin. Alors Madame Grandjean, vous êtes donc échevine de la participation citoyenne. On sait que la ville de Namur accorde une importance accrue à la participation de ses habitants dans la mise en œuvre de ses programmes. Alors comment cette participation citoyenne prend-elle forme concrètement dans la transition des systèmes alimentaires ? Alors oui, effectivement, Namur souhaite le plus possible, quand c'est nécessaire, quand c'est possible, de travailler main dans la main avec les citoyens. Alors on pense, le plus souvent, c'est améliorer les projets, co-construire des projets avec eux, c'est des budgets participatifs, c'est travailler avec les comités de quartier, mais on l'oublie souvent, c'est par le biais de comités, de conseils consultatifs ou participatifs que ce travail peut se faire. Alors ici, ma collègue Charlotte Mouget a un projet, a une envie de développer plus d'alimentation durable sur notre territoire. Elle a des moyens pour le faire et elle s'appuie ici sur la volonté et sur le travail d'un groupe qui est mixte, à la fois, on l'a dit, du producteur au consommateur et donc des citoyens pourront s'investir aussi. Et c'est très bien parce que depuis la crise aussi, on voit que de plus en plus de citoyens namurois et autres se posent des questions, ont envie d'agir. Et bien ici, concrètement, ils vont pouvoir agir, donner des avis, mais construire également la stratégie plus globale. Donc c'est vraiment intéressant et je salue vraiment la volonté de Charlotte Mouget d'avancer main dans la main avec les citoyens et avec les acteurs du secteur. Merci Madame Grandchamp. Alors pour cette deuxième partie, je vous invite à nous pencher maintenant sur les outils, les actions, les leviers qui sont à disposition des communes, des collectivités pour amorcer la transition agroalimentaire sur leur territoire. Et pour cela, je vous invite à regarder la vidéo qui suit, dans laquelle nous allons voir 3 interventions de 3 personnes qui ont été fortement impliquées dans tout le travail préparatoire, quelque part, avant la mise en œuvre de ce conseil agroalimentaire. Alors, on entendra tout d'abord Céline Degrande, éco-conseillère à la ville de Namur, qui va nous dresser un état des lieux du paysage agroalimentaire namurois. On entendra ensuite Victor Bueno Arruda Costa, détenteur d'un master
pluri-universitaire, je ne sais pas comment on dit, interuniversitaire en agroécologie, et qui est employé aussi à la ferme du Champ des Cailles. Et Victor, en fait, il va nous présenter les pistes d'action pour une alimentation durable à Namur. Et enfin, nous entendrons Olivier de Scuter, qu'on ne présente plus, ancien rapporteur pour le droit à l'alimentation aux Nations Unies, professeur de droit international à l'UCL, pour ne citer que ces fonctions-là. Et Olivier de Scuter va nous expliquer le fonctionnement et l'utilité d'un conseil alimentaire. On regarde tout ça en images. Faites vos courses plus sainement. Pensez alimentation locale et durable. Vous croyez vraiment que j'ai le temps pour ça ? Vous savez que ça ne vous prendra pas tellement plus de temps. En fait, il y a plein de producteurs locaux à côté de chez vous. Namur compte 37% de terres cadastrées agricoles, soit 6380 hectares. On estime qu'environ 90% de ces terres sont effectivement utilisées pour l'agriculture. On estime cela en regardant aux déclarations de superficie qui sont rentrées par les agriculteurs en vue de l'obtention des primes PAC. Ces terres sont principalement utilisées pour des grandes cultures, pour 62%, et pour 30% pour des prairies. Des légumes sont cultivés sur 3%, soit 153 hectares, et des fruits sur 1%. Si on regarde de plus près aux légumes, il s'agit ici principalement de légumes de plein champ, cultivés sur grande surface, qui sont pour la majorité destinés à l'industrie de transformation, à la surgélation par exemple. On ne retrouve pas dans ces chiffres les maraîchers qui cultivent sur petite surface, parce que la plupart ne demandent pas de prime PAC. Si on regarde de plus près aux grandes cultures, ce sont principalement des céréales et grains destinés à l'alimentation animale. On n'a pas les chiffres précis pour Namur, mais en Wallonie, seul environ 10% des céréales arrivent jusque dans nos assiettes. Les betteraves et les pommes de terre sont cultivées ensemble sur 16% du territoire. Ces cultures sont des cultures qui sont de grandes consommatrices de pesticides. Selon une étude de l'UCL, pour les pommes de terre, la consommation de pesticides est en moyenne de 7 kg à l'hectare et de 11 kg pour les betteraves. À titre de comparaison, pour les céréales en conventionnel, c'est en moyenne 3 kg à l'hectare. 5% des terres agricoles appartiennent à l'État, dont 85 hectares à la ville de Namur. 78% des terres agricoles namuroises appartiennent à des particuliers. Plus de 50% sont domiciliés en dehors de Namur. 17% appartiennent à des entreprises, peut-être des entreprises agricoles, forestières ou même immobilières. 5,45% des terres agricoles namuroises sont certifiées bio, ce qui représente 7 fermes certifiées. Les cultures qui sont le plus représentatives du bio sont les fruits et les légumes. 34% des fruits cultivés sur le territoire sont en bio et 26% des légumes. Selon l'enquête, la dernière enquête du SPOE qui date de 2016, Namur compte 85 exploitations agricoles. Les orientations principales des fermes namuroises sont l'élevage, la polyculture élevage et les grandes cultures. Comme ailleurs en Wallonie, la pyramide d'âge des agriculteurs est élevée. Selon la dernière enquête du SPOE en 2016, 21 agriculteurs avaient plus de 65 ans. Et beaucoup n'ont pas de repreneurs, ce qui pose la question de la transmission. Le circuit court est bien représenté sur le territoire namurois, avec 8 fermes proposant de la vente directe à la ferme et paysans artisans qui comptent maintenant 3 magasins et de nombreux points de ralliement. Alors tu vois Sophie, il y a tout ce qu'il te faut pour consommer durable et local à Namur. Ok sur le principe. Mais si tout le monde consomme durable et local, il n'y en aura pas assez pour subvenir aux besoins. Ou bien les prix vont flamber. Si les terres de la commune étaient affectées à certaines productions, aux productions qu'on consomme au final, on arriverait à ces quarts de potentiel de nourrir la population. Je peux m'expliquer un peu mieux. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut savoir que la commune de Namur, ou donc les terres agricoles qui sont cultivées ici dans la commune de Namur, une grande partie, 80% de ces terres, ils sont affectés seulement à 4 produits, aux 4 cultures. Donc on a des cultures fourragères pour nourrir les animaux d'élevage, des céréales, des pommes de terre et des betteraves sucrières. Ces chiffres de un quart, il pourrait être possible, mais avec à la fois un changement des affectations de territoire, donc les cultures, on doit
diversifier un peu les cultures qui sont produites dans le territoire. Et à la fois, aussi, on doit s'en passer parce que les modèles se basent sur les cultures qui sont possibles de se faire dans notre territoire. On a très peu de produits en quantité. Voilà, on est en train de parler des 4 grandes cultures qui sont cultivées sur le territoire. Donc, un des grands freins, c'est cette diversification. Donc, on pourrait commencer là-dedans des pistes d'intervention pour diversifier les territoires. La ville de Namur, en tant que propriétaire, comme d'autres propriétaires terriens, elle loue ses terres agricoles à des agriculteurs du coin. On sait aujourd'hui qu'il y a des manières juridiques que la ville pourrait éventuellement jouer dans ces terres qui appartiennent à elle-même, de promouvoir, c'est son désir de la commune. Ça, c'est écrit dans la déclaration de politique communale aussi, d'augmenter la capacité, l'autonomie alimentaire de la ville. Donc, si c'est un désir politique, on pourrait tout à fait imaginer que cela est traduit aussi dans des cahiers des charges pour l'occupation de ces terres de la commune. Ça serait une piste d'intervention. Un autre point, une autre piste d'intervention qui a été un peu exploitée aussi, c'est la question des marchés publics. La ville de Namur, elle est responsable elle fournit des repas, soit à la cantine dans les écoles, dans les maisons de repos. Donc la ville de Namur elle-même, elle a un pouvoir d'achat des nourritures qui pourrait, pourquoi pas, se diriger à des projets qui sont nourriciers. Donc on pourrait imaginer qu'une partie de la nourriture qui est fournie par la ville de Namur soit produite à la ville de Namur elle-même. Donc au travers des marchés, des achats publics, la ville de Namur a certainement un pouvoir d'achat, un pouvoir de choix et un pouvoir de soutenir certaines activités économiques. Et dans ces cas, on pourrait voir, à partir du moment qu'on a des opportunités économiques, comme l'agriculture est une activité professionnelle aussi, on pourrait imaginer à la fois que les agriculteurs qui sont déjà installés sur le territoire pourraient éventuellement s'intéresser à diversifier la production, et aussi on ouvre des opportunités pour de nouveaux arrivants. Tous les modèles qui ont été faits, ils se basent sur un gaspillage alimentaire de 30%. Là, en termes de communication, en termes d'éducation, sensibilisation, je pense que la ville peut jouer un rôle parce que si on est en train de parler de 30% de la nourriture qui est produite et est jetée. Donc là, on peut aussi, si on parle de soutenir l'autosuffisance alimentaire, certainement réduire le gaspillage va soutenir cela aussi. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a des terres agricoles qui sont cultivées sur des terrains non agricoles. Je peux expliquer, on a les plans de secteur, c'est les plans d'affectation des terres au niveau régional. On a des terres qui sont affectées à d'autres usages, par exemple des habitations, ou des terres qu'on a laissées comme des réserves de terres, donc où l'affectation n'est pas spécifiée. Et ces terres sont aujourd'hui cultivées. On peut imaginer que dans le futur, dans des zones d'habitat, on n'a pas spécialement d'intérêt de laisser de l'agriculture parce que les valeurs de la terre est totalement différente. Les valeurs d'une terre agricole, une valeur d'une terre où on va construire des habitations. Mais je pense aussi qu'à partir du moment qu'il y a un nouvel type de demande, donc une demande sociale, une demande politique, on pourrait éventuellement envisager d'occuper ces terres différemment, à la fois dans les zones qui sont encore sans affectation dans le plan de secteur. On a à Namur des zones d'aménagement communal concerté. On a des actes comme ça qui peuvent, aujourd'hui, qui sont cultivés, qui pourraient éventuellement dans le futur devenir des logements. Mais à partir du moment qu'on a des conflits d'usage, si c'est vraiment un souhait, je pense qu'on a une marge aussi à jouer pour maintenir les terres agricoles qui sont là aujourd'hui. Parce que les potentiels aussi que Namur a de nourrir 25% de sa population, il se base notamment sur la grande présence de terres agricoles sur le territoire. Donc à partir du moment qu'on perd ces terres agricoles, on perd notamment ce potentiel d'autosuffisance aussi. Donc si je comprends bien, la ville de Namur a la superficie et les producteurs, du coup je comprends pas. Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne ? Une politique alimentaire, ça sert en réalité à définir une stratégie de changement de l'alimentation qui permet de coordonner beaucoup mieux des politiques sectorielles qui souvent sont traitées séparément les unes des autres et ne sont pas adéquatement coordonnées entre elles. Qu'elles concernent l'agriculture, qu'elles concernent l'emploi, qu'elles concernent l'enseignement, qu'elles concernent l'aménagement du territoire. On a souvent des politiques qui s'annulent et on ne développe pas des synergies suffisantes entre ces politiques. Et donc une politique alimentaire, c'est une politique coupole qui met ensemble ces politiques sectorielles et se définit un objectif à l'horizon de 5-10 ans pour transformer le système agroalimentaire à l'échelle d'un territoire.
conseil de politique agroalimentaire est une instance consultative, non décisionnelle, où se retrouvent les différents acteurs du système agroalimentaire d'un territoire, d'une commune, d'une région. Et c'est une instance extrêmement utile parce que ce sont des gens qui connaissent très bien les enjeux auxquels la transformation du système agroalimentaire a à faire face. Ce sont des gens entre lesquels, à mesure que des réunions se multiplient, des rapports de confiance peuvent s'installer. Et ce sont des personnes qui, au sein d'un conseil de politique agroalimentaire, peuvent mettre en avant des recommandations qui peuvent inspirer le développement d'une politique agroalimentaire à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. Idéalement, ces conseils sont représentatifs de l'ensemble des acteurs du système, des producteurs et productrices aux mangeurs et mangeuses, en passant par les transformateurs, par les intermédiaires, les distributeurs, les représentants du monde de l'école et de l'ORECA. Et c'est une manière de s'assurer que les rapports entre ces différents acteurs ne soient plus simplement des rapports développés dans le cadre du marché sur base des signaux des prix, mais que ce soit des rapports construits sur base de l'idée que nous sommes tous acteurs d'une même transformation. Nous pouvons identifier des recommandations qui permettront à chacun de voir sa situation non seulement préservée, mais améliorée pour finalement la santé, le bien-être de la population d'un territoire donné. Alors, la commune dispose de leviers importants pour transformer notre rapport à l'alimentation et aller vers des systèmes agroalimentaires durables. Le levier le plus important sans doute, celui auquel l'on pense spontanément, ce sont les marchés publics, les cahiers de charges qui accompagnent les contrats pour le service des repas en collectivité, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les administrations publiques. Et c'est un levier de transformation important que d'inscrire dans ces cahiers de charges des clauses relatives au respect de normes environnementales ou à l'approvisionnement local. C'est parfois difficile à faire parce qu'il y a une législation sur les marchés publics qui est parfois vue comme restrictive, mais on peut en réalité utiliser des flexibilités importantes pour que la restauration collective soit un levier de transformation. D'autres leviers concernent l'aménagement du territoire pour qu'on puisse développer une agriculture urbaine, même si pour la ville de Namur, ceci est un peu moins pertinent compte tenu de ce que la commune de Namur, qui est assez étendue du point de vue territorial, dispose de terres agricoles importantes. Un autre levier encore, c'est évidemment la politique qu'on va suivre dans l'enseignement. Renouer le contact avec les saisons, avec la terre, en ayant des potagers dans les écoles et en ayant des cours de cuisine pour les écoliers et écolières, ça peut être extrêmement important pour que peu à peu les habitudes alimentaires puissent changer. Ces enfants, après tout, vont ramener des questions dans leur foyer, dans leur maison, et ce sont à travers l'école, des habitudes alimentaires d'une région entière qui peuvent évoluer. L'école est aussi le seul lieu où se retrouvent tous les publics, quelle que soit leur origine socio-économique, et c'est extrêmement important comme lieu d'intégration pour une transformation de la culture alimentaire à l'échelle d'un territoire. Et enfin, un quatrième dernier levier, c'est que beaucoup de citoyens et citoyennes ordinaires, d'hommes et de femmes d'une commune, se mettent ensemble aujourd'hui pour développer des innovations sociales. Par exemple, à travers les groupes d'achat communs qui, en solidarité avec les paysans et paysannes, développent des circuits courts, ou bien à travers des potagers collectifs urbains, ou bien à travers des initiatives de recyclage des déchets alimentaires pour réduire les pertes dans les chaînes alimentaires. On a toute une série d'initiatives qui viennent des gens qui habitent dans une commune, et la commune peut soutenir ces initiatives en utilisant tout le potentiel de ces innovations sociales citoyennes. Avec 35% d'espace de zone agricole, des dizaines de producteurs en circuit court, on crée de vrais liens de proximité. C'est parti. Moi, vous m'avez convaincu, je veux faire partie des acteurs de changement. Mais les consommateurs, doivent-ils être les seuls à se mobiliser ? Non, bien sûr. Différents acteurs sont concernés par l'agriculture et l'alimentation. Des représentantes et des représentants des pouvoirs publics, du secteur de l'éducation et de la formation, de la recherche, du secteur associatif, mais aussi des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des consommateurs.
C'est sûr. Pour moi, il faut changer pour évoluer. D'ailleurs, c'est décidé. J'ai aussi envie de m'investir dans le conseil agroalimentaire durable mis en place pour accompagner ma ville à définir et mettre en œuvre une politique agroalimentaire. Alors je vous le disais en introduction, cette soirée n'a pas uniquement pour objectif de vous informer. L'idée de la ville, c'est bien de vous impliquer dans ce processus, de récolter vos avis, vos réflexions. N'hésitez donc pas à mettre vos questions sur le chat en ligne ou à écrire à l'adresse alimentation.durable@ville.namur.be. Et justement, vous êtes déjà nombreux à nous avoir envoyé vos questions. On va prendre un petit moment ici pour y répondre. J'en profite aussi pour accueillir Olivier de Scuter qui nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue, Monsieur de Scuter. Alors, petit rappel aussi sanitaire, hein, je précise bien que cette soirée se déroule dans le respect strict des mesures en vigueur actuellement, bien entendu. Alors, au niveau des questions, on démarre avec Jessica qui s'adresse à vous, Monsieur de Scuter, et qui demande si vous connaissez d'autres initiatives de conseil alimentaire durable en Belgique. Et elle voudrait savoir si ce type d'organe a vraiment pu participer à un réel changement dans le système alimentaire local en l'occurrence. Oui, alors c'est un développement qu'on constate depuis quelques années dans différents lieux, y compris en Belgique, et de manière assez remarquable parfois, à différents niveaux de gouvernance. On a une série de conseils de politique alimentaire qui se mettent en place au niveau des communes, des villes. Par exemple, à Ixelles, en même temps que le Conseil agroalimentaire durable de Namur se met sur pied. On a une expérience un peu plus ancienne à Gand. On a, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, le Conseil consultatif qui accompagne la stratégie Good Food. Et on a, évidemment, au niveau wallon, un collège wallon sur l'alimentation durable qui se met sur pied. Et donc, on a ces collèges qui, au fond, répondent à trois objectifs. D'abord, c'est manifester le souhait de relocaliser l'agriculture et l'alimentation pour nouer des liens plus étroits entre la production locale et la consommation locale. Deuxièmement, c'est l'idée qu'il faut des stratégies pluriannuelles pour amener une transition vers des systèmes alimentaires durables. Et ces conseils de politique alimentaire sont là pour accompagner ces stratégies, développer une culture alimentaire à l'échelle locale et fournir des idées aux élus qui font des choix politiques. Et puis, troisièmement, ces conseils de politique alimentaire sont là également pour s'assurer que tous les acteurs de la chaîne alimentaire soient impliqués afin de donner à ces stratégies une légitimité, de permettre qu'elles soient bien informées par les attentes des populations. Parce qu'une solution qui vaut pour tel territoire ne vaut pas pour tel autre. Et donc on a ces développements qui sont en fait une manière d'élargir l'imagination politique, de soutenir l'action qui, si elle est imposée d'en haut, sera peut-être moins bien informée et moins bien comprise, moins légitime que si elle vient de ces conseils consultatifs qui démocratisent l'alimentation. Merci. Et donc, c'est bien l'objectif de la ville de Namur ici, c'est de vous impliquer dans ce conseil. On verra en dernière partie d'ailleurs que les appels à candidature sont ouverts. Et donc, on y reviendra à Madame Leschwin tout à l'heure. Alors, une autre question, cette fois qui s'adresse à Céline Degrande. Donc, je rappelle, vous êtes éco-conseillère et maraîchère aussi. Je travaille dans une ferme maraîchère. Dans une ferme maraîchère, excusez-moi. Mais... Et vous faites quoi alors dans la ferme maraîchère? Moi, je travaille en vente au magasin et aussi j'essaie d'accompagner les clients, faire aussi des... D'accord, voilà. Mais avant ça, vous avez réalisé une cartographie, un état des lieux des systèmes agroalimentaires du Namurois. Et il y a une question qui vous est adressée, donc c'est Ludovic qui vous la pose et qui dit, quand on parle de circuit court, de quoi s'agit-il exactement? Alors quand on parle de circuit court, on parle de maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc ça peut être une coopérative ou quelque chose comme ça, mais c'est pas comme l'exemple typique de la grande distribution où il y a énormément d'étapes entre le producteur et le consommateur et où forcément chacun a besoin d'avoir un salaire dans toutes ces étapes et où donc le producteur est moins bien rémunéré. Ok, merci. Merci beaucoup Céline. J'avais une question en même temps, c'est pour ça que j'ai... Alors, encore une question pour vous tant qu'on y est. Oui. Existe-t-il une cartographie permettant d'identifier les terres publiques et celles qui sont en zone constructible? Oui, tout à fait. Il y a une cartographie de Namur qui a été réalisée afin de mettre en avant les terres agricoles. Et donc, quand on regarde cette carte, on sait voir facilement celles donc les terres qui sont cadastrées agricoles, celles qui ont fait l'objet d'une déclaration PAC, donc qui sont a priori utilisées effectivement pour de l'agriculture. Et en fait, cette carte met en avant les
les zones qui sont les terres agricoles qui se trouvent en zone du plan de secteur urbanisable et donc qui sont à risque d'urbanisation, ce qui représente 15% des terres. Et donc ça peut être un outil de décision pour la ville, pour l'aménagement du territoire, ainsi que ça sera un outil aussi pour le futur Conseil de politique alimentaire. Et il y avait une deuxième partie dans la question, je pense. Et donc les terres publiques et celles qui sont en zone constructive. Les terres publiques, oui. Et alors du coup, il y a aussi une légende qui permet d'identifier celles qui sont publiques. Je pense que ça représente 5% des terres du pouvoir public. Voilà. Ok. Merci. Alors une question pour Victor, donc c'est Étienne qui la pose et qui demande si vous avez une idée de l'empreinte alimentaire par habitant et par an. Et si oui, que comprend-elle cette empreinte ? Je ne sais pas exactement les chiffres exacts, mais on parle plus ou moins de 1300-1500 mètres carrés par habitant. C'est intéressant de regarder qu'une grande partie de cette empreinte alimentaire vient du fait qu'on consomme de production animale, donc des animaux. Il faut savoir que dans cette empreinte alimentaire, pour la production animale, je pense que les modèles que j'ai conçus, ils indiquent qu'environ de 70 à 80% de cette empreinte alimentaire est liée à la consommation animale. C'est une question à se poser, voilà. Effectivement, à consommer des animaux, il a des impacts environnementaux. Après, je pense que la question est bien plus complexe. Je ne sais pas exactement si on aura le temps pour éplucher ici. Mais voilà, c'est environ plus ou moins comme ça. Quelques pistes. Merci beaucoup. Voilà pour cette partie de questions. On aura un autre moment d'échange plus tard, donc n'hésitez pas à participer. Vraiment, c'est important. On a vraiment envie d'avoir votre avis. Les personnes qui sont autour de la table sont curieuses aussi d'entendre vos réactions, donc n'hésitez pas. Alors, dans la vidéo précédente, Olivier de Scutter nous expliquait à quel point toute politique alimentaire repose sur la mise en place d'une stratégie transversale qui implique l'ensemble des acteurs du système. Eh bien, c'est l'ambition de la ville de Namur qui a demandé au bureau d'études Ecorez de faire un état des lieux du système alimentaire namurois et d'identifier les grandes stratégies qui viendront alimenter les travaux du futur Conseil agroalimentaire. On regarde ça tout de suite en image avec Floriane Hayden qui a mené cette étude. Alors, le travail que nous avons réalisé consiste en un état des lieux du système alimentaire sur le territoire namurois. Cet état des lieux, il est composé d'une analyse des forces et des faiblesses, ou en d'autres mots, des manques et des actions, des projets à soutenir sur le territoire. L'objectif de l'état des lieux, c'est de tendre, donc d'arriver à faire changer cet état des lieux pour atteindre une vision idéale qui est un système alimentaire durable et résilient sur le territoire de Namur. Pour rendre plus tangible cette vision, nous nous sommes basés sur le référentiel Manger demain. Ce référentiel, il a été construit en 2018 sur base de consultation et de dynamique participative avec les acteurs de l'alimentation en Wallonie. L'objectif entre l'état des lieux et la vision, c'est de définir, donc ce que nous avons fait avec la ville de Namur, de définir des axes stratégiques. Donc c'est des thématiques de travail dans lesquelles différentes actions vont être réalisées pour tendre vers la vision dans les prochaines années. Alors, je vais maintenant vous présenter les différents maillons du système alimentaire avec pour chacun d'eux leurs forces et faiblesses comme analysées dans l'état des lieux. Au niveau de la production, si on cite quelques forces, il y a notamment le fait que la ville de Namur est un territoire fort rural. Elle est notamment composée de 90 agriculteurs. Au niveau de l'autoproduction, il existe pas mal de potagers collectifs, actuellement une dizaine. Et dernièrement, le collectif Paysans-Artisans a lancé une formation d'ouvriers maraîchers. Si on analyse maintenant quelques faiblesses, on peut notamment citer le manque de produits frais cultivés sur le territoire namurois, donc par exemple les fruits, les légumes ou les œufs. Une population vieillissante au niveau du monde agricole et une difficulté d'accès à la terre pour les nouveaux agriculteurs. Au niveau du maillon de la transformation, pour les forces, on peut notamment citer la présence d'une école hôtelière à Namur et d'ateliers de transformation bio, notamment en viande et en boulangerie. On peut aussi citer un projet d'atelier de transformation circuit court, la fabrique circuit court près du zoning de Rhine et le bureau économique de la province de Namur qui est également actif en soutien à l'alimentation durable et au circuit court.
l'offre. Au niveau des faiblesses, on peut citer par exemple un manque d'ateliers de transformation de taille intermédiaire, donc pour transformer les différents produits agricoles sur le territoire, et un manque d'offres durables au niveau de la restauration, mais aussi au niveau des boulangeries. Concernant le maillon distribution, on peut notamment citer au niveau des forces la présence de magasins à la ferme, de points de vente et de différents magasins qui vendent des produits circuits courts, locaux et ou bio. On peut aussi citer une tendance à l'augmentation de la consommation durable. Si on analyse maintenant plutôt les faiblesses, deux exemples, les loyers quand même assez élevés en centre-ville et la faible représentativité au niveau de la répartition géographique de l'offre durable, donc des points de vente qui fournissent une offre durable. Le dernier maillon est celui de la consommation, avec au niveau d'exemple des forces, on peut notamment citer le fait que la ville de Namur est un pôle attractif, une ville assez touristique. Il y a un tissu également associatif qui est assez présent. Il y a aussi différents événements de sensibilisation à l'alimentation durable qui sont déjà organisés sur le territoire. Au niveau des faiblesses, on peut notamment citer le fait qu'il y a peu d'inclusivité, donc d'intégration de différents publics au niveau de la consommation durable, et il y a une difficulté dans le changement des habitudes des consommateurs et dans notamment la saisonnalité de la production. Le premier axe stratégique concerne l'accompagnement de la transition alimentaire au niveau des citoyens et du secteur touristique. Parmi des exemples d'action, on peut notamment citer la fête des circuits courts, le soutien au potager collectif ou encore la sensibilisation à la consommation durable. Le deuxième axe concerne le soutien à la vocation nourricière des terres agricoles sur le territoire de la ville de Namur. Parmi les exemples d'action, on peut notamment citer l'installation de nouveaux agriculteurs sur les terres de propriété publique. L'objectif derrière cet axe, c'est vraiment de soutenir la production agricole sur le territoire de la ville de Namur. Le troisième axe concerne l'accompagnement de la transition de l'offre au niveau des collectivités. Un exemple concret est la fourniture de repas durables et sains au niveau des écoles communales de la ville de Namur. Le quatrième axe concerne le soutien au développement du secteur de la distribution alimentaire durable, donc le développement de points de vente alimentation durable sur tout le territoire de la ville de Namur. Un exemple concret est l'installation d'un marché couvert en produits locaux au niveau du quartier des Casernes. Et enfin, le dernier axe concerne le soutien au développement de la transformation alimentaire sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment un maillon, une activité importante dans un système alimentaire. Et un exemple concret d'action est l'installation de nouveaux espaces de transformation et également la formation de porteurs de projets, de travailleurs pour être actifs dans ces ateliers de transformation. Les 5 axes que je viens de vous présenter vont servir de guide de travail pour le Conseil agroalimentaire durable namurois. Au sein de ces différents axes, des actions vont être proposées et mises en œuvre dans les prochaines années sur la ville de Namur. Les axes qui ont été construits sont aussi en lien avec les actions que la ville de Namur met déjà en œuvre pour le moment et ils permettent de toucher différents publics cibles au sein des différents maillons présentés préalablement. Et nous revoici avec à nouveau du beau monde autour de ce plateau puisque nous accueillons Floriane Hayden, vous êtes chargée de mission chez Ecores, et on accueille également Claire Saint-Marc, vous êtes éco-conseillère à la ville de Namur, bienvenue à vous deux. Alors quelques questions encore qui sont posées justement à Floriane. Une question qui concerne le système alimentaire durable. En fait, la personne demande à ce que vous expliquiez ce que c'est finalement que ce système alimentaire durable. Ok, donc tout d'abord, dans le travail qu'on a réalisé, on s'est basé sur la définition du système alimentaire durable du référentiel Manger demain, donc qui a, comme je l'ai expliqué, été réalisé par un processus participatif. Donc ça, c'est une première chose et donc il peut être consulté en ligne sur le site web de Manger demain. Et après, sinon, pour citer quelques exemples, l'idée d'un système alimentaire durable, c'est vraiment toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui fonctionnent de façon durable. Donc par exemple, les producteurs qui ont des pratiques agroécologiques, les transformateurs qui ont des ateliers de transformation sur le territoire namurois et qui produisent de la nourriture localement, la commercialisation qui achète les denrées alimentaires à un prix juste aux producteurs
et qui vend des produits de qualité aux consommateurs, les consommateurs qui ont accès à cette alimentation de qualité en tout point sur le territoire namurois. Donc voilà pour quelques exemples d'un système alimentaire durable. Alors, une deuxième question pour vous qui concerne la récupération des ressources. Est-ce que les déchets organiques font partie de ce système ? Tout à fait, ça fait exactement partie du système. Donc c'est même un des maillons, comme je l'ai décrit dans la vidéo. Et donc les exemples d'actions dans ce maillon, ça pourrait être de soutenir le compostage qui soit individuel, donc chez chacun des citoyens namurois, ou collectif, donc rassembler les composts au niveau de certains quartiers, ou comme c'est actuellement en partie collecté par le BEP, et composté après, et ça peut être après réutilisé par les citoyens dans leur jardin ou par les maraîchers sur le territoire. Donc les déchets, les biodéchets font vraiment partie aussi de la dynamique. Merci beaucoup. Alors, on a donc maintenant Madame Mouget, Madame Leschfine de la transition écologique. Maintenant que nous avons une bonne vision des enjeux, on a une bonne vision des potentialités du territoire namurois. Si on en venait maintenant à ce fameux conseil agroalimentaire durable, alors moi j'ai envie de vous demander comment celui-ci fonctionnera-t-il et quelles sont ses missions et ses objectifs ? Eh bien, on l'a entendu ce soir à travers les interventions des unes et des autres experts qui ont été invités sur ce plateau. Leur travail, le fruit de leur recherche nous ont permis d'avoir une idée plus claire des enjeux et des pistes d'action pour tendre vers ce système agroalimentaire durable pour notre territoire. Les forces et faiblesses constatées pour chaque maillon de la chaîne alimentaire ont permis d'identifier des pistes potentielles de travail. Donc, on ne part pas de rien. Et donc, forte de tout cela, la ville de Namur a donc souhaité pouvoir définir sa politique alimentaire durable, je l'ai déjà évoqué, en rassemblant tous les acteurs de terrain, leur expérience, leur expertise, à travers ce conseil de politique alimentaire tel que Olivier Descuter l'évoquait. Et donc, le conseil agroalimentaire durable namurois, le CADN, sera un véritable organe de gouvernance qui rassemblera les différents acteurs du système du territoire communal. Et donc, il aura pour objectif véritablement de définir des avis et des conseils concernant la stratégie mise en place par la ville de Namur pour s'inscrire donc dans cette démarche globale alimentation durable, de mobiliser son réseau, c'est important, pour soutenir la réalisation de la stratégie et des différentes actions, ainsi que la communication qui en découle. Il faut évidemment donner une visibilité à tout cela, d'apporter aussi, comme objectif d'apporter donc des idées, des propositions pour la construction pas à pas, main dans la main, d'un plan d'action de la stratégie alimentation durable de la ville. Et aussi de suggérer des travaux et des réflexions qui pourraient être menées au sein de groupes de travail à venir. Et donc, ces groupes de travail complètent le processus participatif. Ils vont travailler sur différentes thématiques qui ont été identifiées comme étant prioritaires pour pouvoir faire évoluer les réflexions et les pistes d'action prioritaires à mettre en œuvre. Et tout ça se fera évidemment en fonction de ce qui émergera en séance au sein de ces groupes de travail. Le Conseil agroalimentaire donc, devra évidemment aussi s'assurer que cette vision soit plus durable d'un point de vue environnemental, mais aussi plus juste d'un point de vue social. C'est important pour la ville de Namur. Et pour être représentatif de l'ensemble du système alimentaire, il y a 8 catégories qui ont été identifiées et qui seront représentées au sein du CADN. La production, la transformation, la distribution, les mangeurs, les mangeuses aussi évidemment, les pouvoirs publics, les acteurs de l'éducation, de la formation, le secteur de la recherche, mais aussi le monde associatif qui travaille sur des thématiques de la santé et de la précarité. Au sein de ce conseil alimentaire, il y aura 2 personnes par structure et donc on a, avec ces 8 catégories, ça fait donc 16 membres et le conseil devrait se réunir 4 fois par an. Merci Madame Leschfine, et je ne doute pas que plus d'un Namurois aura envie de participer à cette belle aventure, à ce bel outil finalement, et il est important que l'ensemble des catégories soient représentées, donc n'hésitez pas. Alors justement, n'hésitez pas, vous avez envie de vous impliquer dans ce conseil, vous avez envie de présenter votre candidature, mais comment faire? Comment sera opérée la sélection? Quand commenceront les réunions? À quel rythme, etc. Eh bien, je vous propose d'en savoir un peu plus sur toutes ces infos techniques avec Claire Saint-Marc. Eh bien, donc voilà, maintenant vous avez eu l'occasion d'avoir une vision un peu plus claire de ce qu'est le CADN et de son fonctionnement. Donc je vais donner quelques informations pour les candidatures. Donc qui peut candidater et pour
pour devenir membre du CADN. Donc toute personne travaillant directement en lien dans le secteur alimentaire, donc comme notre échevine ici l'a déjà dit. Donc il y a toute personne, tout producteur qui agit sur le territoire de la ville de Namur, donc producteur de denrées alimentaires, que ce soit de céréales, de viande, de lait, des producteurs maraîchers. Donc il y a aussi tout transformateur, donc toujours qui agit sur le territoire de la ville. Donc toutes les boulangeries, les boucheries, les conserveries, tout ce qui est restauration de collectivité, l'ORECA. Il y a également les distributeurs, donc tout distributeur toujours actif sur le territoire de la ville, les petites épiceries, les grandes surfaces également, les magasins alimentaires de produits locaux et aussi tout ce qui touche, tout ce qui a trait à la livraison des denrées alimentaires. Alors nous pouvons accueillir aussi comme membres toute personne issue d'autres secteurs qui touchent un peu moins directement le secteur alimentaire. Donc il y a le secteur de la recherche, donc l'université, les bureaux d'études, le secteur associatif dont les missions touchent justement aux thématiques de la santé et de la précarité. Le secteur de l'éducation et de la formation, donc là c'est plutôt tout ce qui est études et formations concernant les métiers relatifs à l'agriculture, métiers de l'ORECA, ça peut être de la transformation, mais aussi tout ce qui est association d'éducation permanente. N'oublions pas les pouvoirs publics, donc locaux ou régionaux. Et alors le dernier maillon, c'est tout citoyen qui pourrait aussi tout à fait devenir membre du CADN en tant que consommateur. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler un maximum d'acteurs pour avoir vraiment une vision globale et en faire sortir des projets qui soient vraiment cohérents parce qu'ils auront justement été pensés de manière globale. Donc il y a vraiment une volonté forte de transversalité pour prendre en compte un large panel d'acteurs et des problématiques que chacun rencontre, pour arriver vraiment à un objectif, une vision commune, notamment à l'aube de tous les défis qu'on rencontre, les changements climatiques, le caractère limité des ressources, ce genre de choses. Donc comment postuler ? De manière très simple. Donc il existe un formulaire de candidature disponible en ligne sur le site de la ville de Namur, donc qu'on voit apparaître. Donc c'est sur le site de la ville de Namur, donc www.namur.be/candidature-CADN, mais donc c'est relativement simple à trouver. Donc dans lequel il vous sera demandé vos coordonnées, vos expériences, vos motivations. Et alors ce formulaire est également disponible en version papier pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, il suffit d'envoyer un petit mail à l'adresse mail alimentation.durable@ville.namur.be. Sinon sur notre numéro de téléphone que je rappellerai à la fin de la présentation ici. Donc la date limite, c'est le 30 avril. Donc on espère recevoir un paquet de candidatures d'ici là. Donc il y aura bien 16 membres qui composeront le CADN, comme l'échevine l'a déjà présenté. Donc 2 personnes par catégorie d'acteurs. Et donc il y a un acteur de chaque catégorie qui sera choisi par la ville, parce que la ville a une certaine connaissance du terrain et de ce qui s'y déroule. Donc cet acteur pourrait être choisi parce qu'il a déjà entamé un travail intéressant sur une thématique ou parce qu'il est déjà fort actif en matière de relocalisation de l'alimentation sur le territoire de la ville ou simplement parce qu'il aura été identifié comme un acteur clé et incontournable. Et alors le second membre de chaque catégorie, lui, il sera élu de manière participative par l'ensemble des candidats d'une catégorie. Donc ils vont définir ensemble qui les représentera et qui sera membre au conseil agroalimentaire. En fonction des expériences et des motivations que chacun présentera. Et alors, il y a quelques dates à retenir. Donc, le 30 avril, c'est bien la date limite de remise des candidatures. Du 19 au 21 mai, il y aura les moments d'élection, donc par catégorie. Et alors, le 16 juin, ce sera la réunion d'institution du CADN, dont, en fait, ce sera la première réunion de travail, durant laquelle on proposera le règlement d'ordre intérieur sur lequel on a déjà un peu travaillé, pour définir avec les membres... voir un peu ce qu'ils en pensent et voir comment l'améliorer et l'accepter. Donc si vous avez des questions ou des demandes d'autres informations, vous pouvez nous contacter donc à l'adresse mail alimentation.durable@ville.namur.be ou au numéro de téléphone qui se trouve ici à l'écran.
Un mois donc pour envoyer vos candidatures. N'hésitez pas. La ville compte vraiment sur vous pour garantir cette représentativité essentielle au Conseil. Alors si vous vous considérez comme un acteur clé ou vous connaissez un acteur clé, n'hésitez pas à parler autour de vous de cette belle dynamique. Vraiment, la ville compte sur vous. L'ensemble des forces vives qui se sont tellement impliquées dans la préparation de ce travail compte sur vous. N'hésitez pas. Alors on va avancer avec une petite séance de questions-réponses supplémentaires. Vous êtes nombreux à nous avoir contactés entre-temps. Alors, quelques questions pour Madame l'échevine Charlotte Mouget, échevine de la transition écologique de la ville de Namur. Nicolas demande si les rapports présentés par Céline Degrande et Floriane Hayden sont disponibles. Ils sont sur le point de l'être. Effectivement, c'est une question de jours et de mise en page avec la charte graphique et quelques détails qui devaient être ajustés. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu de patience et tout se trouvera sur le site internet de la ville de Namur. Alors, toujours Nicolas, merci Madame Léchine, toujours Nicolas qui nous partage une réflexion et qui dit « Il semble évident que l'échelle communale, bien qu'intéressante parce que politiquement bien délimitée, est insuffisante pour penser l'autonomie alimentaire des 110 000 Namurois, oui. Quelles articulations peuvent être envisagées dans le futur Conseil agroalimentaire namurois et d'autres instances agissant à des échelles spatiales plus larges ? Bien évidemment, on ne restera pas cantonné à notre territoire communal, mais il fallait qu'il y ait d'abord une base de travail qui soit identifiée avec un territoire déterminé. Et c'est vrai que le territoire communal namurois est assez grand. On a quand même aussi 110 000 habitants au sein de notre commune. Et donc, en fait, ce sera vraiment le socle de base qui travaillera évidemment avec les communes avoisinantes. Et c'est le même principe aussi pour l'idée de ceinture énergétique. Ici, pour la ceinture alimentaire, évidemment, on ne peut pas se cantonner à rester juste le nez au-dessus de notre assiette. Merci. Alors, Justine demande, si ma structure se porte candidate, est-il possible que ce ne soit pas toujours la même personne présente lors des réunions ? Alors, évidemment, dans un monde idéal, c'est préférable que ça soit la même personne, mais on ne va pas refuser et interdire l'accès à une structure qui aurait été désignée pour intégrer le CADN. Donc évidemment, cette personne se remplaçant momentanée sera le bienvenu. 4 réunions par an, vous disiez ? 4 réunions par an, oui, ça c'est pour le conseil agroalimentaire. Et pour les groupes de travail, évidemment, il y aura autant de réunions que le groupe de travail lui-même le définira. S'ils doivent consulter des experts et faire appel à une expertise extérieure, voilà, c'est eux-mêmes qui le définiront, c'est l'idée même de cette démarche participative. Ok, alors encore une question ici d'Estelle. Vous parlez de groupes de travail. Ah ben voilà, combien de fois devront-ils se réunir par an ? Voilà. On vient de répondre à la question, on avait anticipé, je ne l'avais pas lu. Donc voilà, alors quelques questions pour Floriane Hayden. Une question de Sylvie. Pourquoi ne pas sensibiliser les producteurs de la grande distribution ? En fait, c'est pas qu'on ne veut pas les sensibiliser, c'est plutôt que ici, dans le cadre du CADN, ils sont les bienvenus donc pour participer, pour poser leur candidature, et la question de leur transition ou de leur sensibilisation pourra être abordée comme d'autres questions seront abordées dans le cadre du CADN. Mais donc, c'est vraiment important de préciser ici que tout le monde peut candidater. Il n'y a pas de distinction entre durable, pas durable. L'idée ici, c'est que vraiment tous les acteurs du système alimentaire sont les bienvenus, quoi. Ok, très bien. Et une question de François pour terminer qui demande, voilà, ma structure n'est pas, je ne sais plus maintenant, voilà, ma structure n'est pas basée à Namur, mais elle est active sur le territoire namurois. Est-ce qu'on peut postuler ? Une bonne question, ça. Si cet organisme a un rôle quelconque sur le territoire de la ville de Namur, alors il a tout à fait sa place et peut tout à fait candidater tant qu'il a une bonne connaissance de la thématique qu'il représente et qu'il connaît le territoire namurois. C'est ça, mais il n'est pas nécessaire d'avoir le siège social sur le territoire. Non. Ok, très bien. Voilà, je pense que, je vérifie, mais je pense qu'on a fait le tour des dernières questions qui nous sont parvenues. Et nous arrivons tout doucement au terme de cette soirée, de cette présentation du CADN. Je vais laisser la parole à Charlotte Mouget pour le mot de la fin. Merci Virginie, merci beaucoup à chacune et à chacun des intervenants d'abord qui ont bien voulu mettre la main à la pâte et aussi être présents ce soir avec nous. Merci aussi à celles et ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Merci aussi à Callisto qui a orchestré toute cette soirée télévisuelle. À travers cette soirée, cette présentation, vous l'aurez compris, la volonté de la ville de Namur est forte.
nous sommes engagés pour changer nos systèmes alimentaires. Et vous aurez compris aussi que nous sommes toutes et tous concernés par la relocalisation des mécanismes de production de notre alimentation. Il n'est possible d'agir en faveur de la souveraineté alimentaire qu'en créant une synergie avec l'ensemble des acteurs qui constituent ce système. Donc aujourd'hui, on a besoin de chacun, de chacune pour nous accompagner dans la définition de cette politique et poser les jalons de la future politique alimentaire du territoire communal. Et donc j'invite sans plus attendre les personnes qui se sentent concernés et intéressés par ce travail à répondre à notre appel à candidature. Toutes les informations se trouvent sur le site de la ville de Namur. Et vous l'aurez remarqué, je suis très enthousiaste évidemment à l'idée que la ville de Namur lance ce processus participatif en faveur de la nécessaire transition vers un système alimentaire plus durable, mais aussi pour faire face aux enjeux des prochaines décennies. Et donc déjà, merci à celles et ceux qui s'investiront dans ce beau conseil. Et merci aussi à vous, Virginie. Merci beaucoup, Madame Leschwin. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur la chaîne YouTube de la ville de Namur. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci à vous toutes aussi pour la belle énergie que vous mettez dans cette dynamique et puisse ce conseil agroalimentaire durable amorcer la transition rêvée pour la ville de Namur. En tout cas, on croise les doigts. On compte sur vous, surtout. Bonne soirée à tous et à très bientôt.